Chapitre 18 Les 12 années qui suivirent cette lugubre période, continua Miss Dean, furent les plus heureuses de ma vie. Mes plus grands soucis durant ce laps de temps furent causés par les légères indispositions que notre petite Catherine dut subir comme tous les enfants, riches ou pauvres. Du reste, après les 6 premiers mois, elle poussa comme un jeune mélèze et commença de marcher et de parler à sa manière avant que la bruyère eût fleuri pour la seconde fois sur la tombe de Miss Linton. C'était la créature la plus séduisante qui eût jamais apporté un rayon de soleil dans une maison désolée. Une réelle beauté de figure, avec les beaux yeux noirs de Earnshaw, mais le teint clair, les traits délicats, les cheveux dorés et bouclés d'Ellington. Son humeur était vive, mais sans rudesse, et tempérée par un cœur sensible et ardent à l'excès dans ses affections. Cette aptitude à se donner tout entière me rappelait sa mère. Elle ne lui ressemblait pourtant pas, car elle savait être douce comme une colombe. Elle avait une voix caressante et une expression pensive. Sa colère n'était jamais furieuse, son amour jamais violent, mais profond et tendre. Néanmoins, il faut le reconnaître, elle avait des défauts qui gâtaient ses dons. Une tendance à être impertinente, par exemple, et l'entêtement qu'acquièrent infailliblement les enfants gâtés, que leur caractère soit bon ou mauvais. S'il arrivait qu'un domestique fît quelque chose qui lui déplut, c'était toujours « je le dirai à papa ». Et si son père la réprimandait, fût-ce simplement du regard, on aurait cru que c'était pour elle une affaire à lui briser le cœur. Je ne crois pas qu'il lui ait jamais adressé une parole dure. Il s'était chargé entièrement de son éducation et il y trouvait un amusement. Par bonheur, la curiosité et une intelligence vive faisaient d'elle une bonne élève. Elle apprenait vite et avec ardeur, et elle fit honneur à son maître. Jusqu'à l'âge de 13 ans, elle n'était pas une fois sortie seule dans l'enceinte du parc. En de rares occasions, M. Linton l'emmenait avec lui à 1 mile ou à peu près au dehors, mais il ne la confiait jamais à personne d'autre. Le nom de Gimmerton ne représentait rien à son esprit. La chapelle était, à l'exception de sa propre demeure, le seul bâtiment dont elle eût approché et où elle fût entrée. Les hauts de Hurlevent et M. Heathcliff n'existaient pas pour elle. Elle vivait parfaitement recluse et, en apparence, parfaitement satisfaite. Parfois, cependant, quand elle regardait la campagne par la fenêtre de sa chambre, elle demandait « Hélène, combien de temps faudra-t-il encore avant que je puisse aller au sommet de ces collines? Que peut-il bien y avoir de l'autre côté? Est-ce la mer? » « Non, Miss Cathy, ce sont encore des collines, toutes pareilles à celle-ci. »« Et à quoi ressemblent ces rochers dorés quand on est à leurs pieds ?» demanda-t-elle une fois. La chute abrupte des rochers de Penistone attirait particulièrement son attention, surtout quand le soleil couchant brillait sur eux et sur les sommets environnants et que tout le reste du paysage était dans l'ombre. Je lui expliquai que c'étaient de simples masses de pierre dont les interstices contenaient à peine assez de terre pour nourrir un arbre rabougri. « Et pourquoi sont-ils encore clairs si longtemps après qu'il fait sombre ici? »« Parce qu'ils sont à une bien plus grande altitude que nous. Vous ne pourriez pas y grimper tant ils sont hauts et escarpés. En hiver, la gelée apparaît toujours là avant d'arriver à nous, et au cœur de l'été, j'ai trouvé de la neige dans ce trou noir sur la face nord-est. »« Oh, vous y avez été ?» s'écria-t-elle joyeusement. « Je pourrai donc y aller aussi quand je serai une femme. Papa y a-t-il été, Hélène? » « Papa vous dirait, miss, me hâtai-je de répondre, que ces rochers ne valent guère la peine d'une visite. Les landes où vous vous promenez avec lui sont beaucoup plus belles, et le parc de Thrushcross Grange est le plus bel endroit du monde. »« Mais je connais le parc et je ne connais pas ces rochers, » murmura-t-elle en se parlant à soi-même. « Et j'aimerais tant à regarder tout autour de moi du sommet de la plus haute pointe. Mon petit poney Minnie m'y mènera un jour. » Une des servantes ayant parlé devant elle de la grotte des fées, elle eut la tête toute bouleversée du désir de mettre à exécution son projet. Elle ne cessait d'en importuner M. Linton, si bien qu'il promit qu'elle ferait cette excursion quand elle serait plus âgée. Mais Miss Catherine mesurait son âge par mois, et la question
Maintenant, suis-je assez âgé pour aller au rocher de Penniston revenait constamment sur ses lèvres. Dans un de ses lacets, la route qui y conduisait passait tout près de Hurlevent. Edgar n'avait pas le courage d'aller par là, de sorte qu'elle recevait toujours la réponse « Pas encore, ma chérie, pas encore ». Je vous ai dit que Miss Heathcliff avait vécu un peu plus de 12 ans après avoir quitté son mari. On était d'une constitution délicate dans sa famille. Ni elle ni Edgar n'avaient cette santé robuste qu'on rencontre en général dans ces parages-ci. Je ne sais pas exactement ce que fut sa dernière maladie. Je conjecture qu'ils moururent tous deux de la même manière, d'une sorte de fièvre, lente à son début, mais incurable et minant rapidement leur existence vers la fin. Elle écrivit à son frère pour l'informer de l'issue probable du mal dont elle souffrait depuis 4 mois et le supplier de venir la voir si cela lui était possible, car elle avait bien des choses à régler et désirait lui faire ses adieux et laisser Linton en sûreté entre ses mains. Son espoir était que Linton pourrait rester avec lui comme il était resté avec elle. Son père, elle aimait à s'en persuader, ne tenait pas à assumer le fardeau de son entretien et de son éducation. Mon maître n'hésita pas un moment à satisfaire à cette requête. Quelle que fût en temps ordinaire sa répugnance à quitter sa maison, il se hâta de répondre à cet appel. Il recommanda Catherine à ma vigilance toute spéciale pendant la durée de son absence, avec des ordres réitérés pour qu'elle ne dépassât point les portes du parc, même sous mon escorte. Il ne lui venait pas à l'esprit qu'elle pût sortir sans être accompagnée. Il fut absent 3 semaines. Pendant 1 ou 2 jours, la jeune personne confiée à ma garde resta assise dans un coin de la bibliothèque, trop triste pour lire ou pour jouer. Dans cet état de tranquillité, elle ne me causa guère de soucis. Mais ensuite vint une période de lassitude impatiente et turbulente. Comme j'étais trop occupé et désormais trop âgé pour courir par monts et par vaux afin de l'amuser, je m'avisai d'une méthode qui lui permit de se distraire elle-même. Je pris l'habitude de l'envoyer faire le tour de la propriété, tantôt à pied, tantôt sur son poney, et à son retour, je me prêtais complaisamment au récit de toutes ses aventures réelles ou imaginaires. Nous étions au début de l'été. Elle prit un tel goût à ces excursions solitaires qu'il lui arrivait souvent de rester dehors depuis le déjeuner jusqu'à l'heure du thé, puis elle passait les soirées à raconter ses histoires fantaisistes. Je ne craignais pas qu'elle franchît les limites imposées, parce que les portes étaient ordinairement fermées. En outre, je pensais qu'elle ne se serait guère risquée seule à l'extérieur, même si elle eût été grandes ouvertes. Malheureusement, l'événement prouva que ma confiance était mal placée. Un matin, à 8 heures, Catherine vint me trouver et me dit que, ce jour-là, elle était un marchand arabe qui allait traverser le désert avec sa caravane, et qu'il fallait que je lui donnasse abondance de provisions pour elle et ses bêtes. Un cheval et 3 chameaux, ces derniers représentés par un grand chien courant et 2 chiens d'arrêt. Je rassemblai une bonne quantité de friandises que je plaçai dans un panier attaché à l'un des côtés de la selle. Elle sauta à cheval, gaie comme un pinson, protégée du soleil de juillet par son chapeau à grands bords et un voile de gaze, et partit au trot avec un rire joyeux, se moquant de mes prudents conseils de ne pas galoper et de rentrer de bonne heure. La vilaine petite créature ne parut pas à l'heure du thé. Un des voyageurs, le chien courant, qui était vieux et aimait ses aises, revint, mais ni Catherine, ni le poney, ni les 2 chiens d'arrêt n'apparaissaient d'aucun côté. Je dépêchai des émissaires sur ce sentier-ci, puis sur celui-là, et enfin je partis moi-même au hasard à sa recherche. Un paysan travaillait à une clôture autour d'une plantation sur les confins de la propriété. Je lui demandai s'il avait vu notre jeune maîtresse. « Je l'ai vue ce matin, répondit-il. Elle m'a prié de lui couper une baguette de noisetier, puis elle a fait sauter son Galloway par-dessus la haie qui est là-bas, à travers le plus bas, et elle a disparu au galop. » Vous pouvez imaginer mon état d'esprit quand j'appris ces nouvelles. L'idée me vint aussitôt qu'elle devait être partie pour les rochers de Penniston. « Que va-t-il lui arriver ?» m'écriai-je en passant à travers une brèche que l'homme était en train de réparer. Je gagnai directement la grande route et marchai aussi vite que pour gagner un pari, mille sur mille. Un tournant du chemin m'amena en vue des hauts.
mais je ne découvrais Catherine ni de près ni de loin. Les rochers se trouvent à 1,5 miles au-delà de la maison de monsieur Heathcliff, qui est elle-même à 4 miles de la grange, de sorte que je commençais à craindre d'être surprise par la nuit avant d'y parvenir. Et si elle a glissé en essayant d'y grimper, pensais-je? Si elle s'est tuée ou brisé quelques membres? Mon anxiété était vraiment pénible, et j'éprouvai d'abord un soulagement délicieux quand j'aperçus, en passant rapidement près de la ferme, Charlie, le plus vif des chiens d'arrêt, couché sous une fenêtre, la tête enflée et une oreille en sang. J'ouvris la barrière, courus à la porte et frappai violemment. Une femme que je connaissais et qui habitait autrefois Gimmerton répondit. Elle servait à Hurlevent depuis la mort de monsieur Earnshaw. « Bon, dit-elle, vous venez à la recherche de votre petite maîtresse. Ne vous inquiétez pas, elle est ici en sûreté, mais je suis heureuse que ce ne soit pas le maître. »« Alors il n'est pas à la maison, n'est-ce pas ?» demandai-je en haletant sous l'effet de ma marche précipitée et de mon alarme. « Non, non, il est parti avec Joseph, et je ne pense pas qu'il revienne avant 1 heure au plus tôt. Entrez et reposez-vous un instant. » J'entrai et trouvai ma brebis égarée assise devant la cheminée, se balançant dans un petit fauteuil qui avait appartenu à sa mère quand celle-ci était enfant. Son chapeau était accroché au mur, et elle semblait tout à fait chez elle, riant et babillant de la meilleure humeur imaginable devant Hareton, un gaillard de 18 ans maintenant, bien développé et robuste, qui la regardait avec de grands yeux curieux et étonnés et ne comprenait quasi rien de la suite ininterrompue de remarques et de questions dont elle ne cessait de l'accabler. « Très bien, miss !» m'écriai-je en cachant ma joie sous un air irrité. « C'est votre dernière promenade à cheval jusqu'au retour de votre papa. Je ne vous laisserai plus franchir le seuil, vilaine, vilaine fille !»« Ah ah, Hélène !» cria-t-elle gaiement, en sautant sur ses pieds et courant à moi. « J'aurai une jolie histoire à raconter ce soir. Vous m'avez donc découverte? Étiez-vous jamais venue ici ?»« Mettez ce chapeau et rentrons à l'instant, dis-je. Je suis terriblement fâché contre vous, Miss Cathy. Vous vous êtes extrêmement mal conduite. Il est inutile de faire la moue et de pleurnicher. Cela ne me paiera pas de tout le tracas que j'ai eu à courir le pays après vous. Quand je pense que M. Linton m'a si bien recommandé de ne pas vous laisser sortir, et vous vous échappez ainsi, cela prouve que vous êtes un rusé petit renard et personne n'aura plus confiance en vous. »« Qu'ai-je fait ?» demanda-t-elle tout en larmes, subitement démontée. « Papa ne m'a rien recommandé. Il ne me grondera pas, Hélène. Il n'est jamais désagréable comme vous. »« Venez, venez, répétai-je, je vais attacher votre ruban. Voyons, un peu de calme. Oh, quelle honte! À 13 ans, vous conduire comme un bébé. » Cette exclamation venait de ce qu'elle avait jeté son chapeau et s'était réfugiée hors de mon atteinte près de la cheminée. « Allons, dit la servante, ne soyez pas dure pour cette bonne demoiselle, Miss Dean. C'est nous qui l'avons retenue. Elle voulait passer sans s'arrêter, de crainte que vous ne fussiez inquiète. Hareton lui a offert de l'accompagner et je trouvais qu'il avait raison. La route sur ces hauteurs est très déserte. » Pendant cette discussion, Hareton restait debout, les mains dans les poches, trop gauche pour rien dire. Pourtant il n'avait l'air de ne pas goûter mon intrusion. « Combien de temps faudra-t-il que j'attende ?» continuai-je sans prendre garde à l'intervention de la femme. « Il va faire nuit dans 10 minutes. Où est le poney, Miss Cathy? Et où est Phénix? Je vais vous laisser si vous ne vous dépêchez pas. Faites comme vous voudrez. » Le poney est dans la cour et Phénix est enfermé là. Il a été mordu, et Charlie aussi. J'allais vous le dire, mais vous êtes de mauvaise humeur et vous ne méritez pas que je vous raconte tout cela. Je ramassai son chapeau et m'approchai pour le lui remettre. Mais, voyant que les gens de la maison prenaient son parti, elle se mit à bondir autour de la chambre. Je lui donnai la chasse, mais elle courait comme une souris sur les meubles, ou dessous, ou derrière, et rendait ma poursuite ridicule. Hareton et la femme riaient. Elle les imita et devint encore plus impertinente. Enfin, je m'écriai tout en colère. « Eh bien, Miss Cathy, si vous saviez à qui est cette maison, vous auriez hâte d'en sortir. »« Elle est à votre père, n'est-ce pas ?» dit-elle en se tournant vers Hareton. « Non, » répondit-il, la tête baissée et en rougissant de timidité. Il était incapable de supporter en face le regard de Catherine, bien que les yeux de celle-ci fussent tout à fait semblables aux siens. « À qui alors? À votre maître ?» Il rougit encore plus fort,
mais sous l'influence d'un sentiment différent, marmotta un juron et se détourna. « Qui est son maître ?» continua l'ennuyeuse petite fille en s'adressant à moi. « Il a parlé de notre maison et de nos gens. Je le croyais fils du propriétaire. Il ne m'a jamais appelé Miss. C'est ce qu'il aurait dû faire, n'est-il pas vrai, si c'est un domestique ?» À ce discours puéril, Ayrton devint sombre comme un nuage d'orage. Je secouai sans mot dire la questionneuse et finis par réussir à l'équiper pour le départ. « Maintenant, allez chercher mon cheval, dit-elle à son parent ignoré, comme si elle avait parlé à un des petits palefreniers de la grange. Et vous pouvez venir avec moi. Je voudrais voir l'endroit où le chasseur de lutins apparaît dans le marais et avoir des détails sur les féis comme vous les appelez. Mais dépêchez. Qu'y a-t-il? Allez me chercher mon cheval, vous dis-je. Tu peux bien être damné avant que je te serve de domestique, grommela le jeune homme. Je peux bien être quoi? Demanda Catherine surprise. Damné, insolente Péronnelle. Là, Miss Cathy, vous voyez dans quelle belle compagnie vous êtes venue vous fourvoyer, interrompis-je. Voilà de jolis mots à employer devant une jeune fille. Je vous prie de ne pas commencer à disputer avec lui. Venez, allons chercher Minnie nous-mêmes et partons. Mais Hélène, s'écria-t-elle, les yeux grands ouverts, immobile d'étonnement, comment ose-t-il me parler ainsi? Ne faut-il pas le forcer de faire ce que je lui demande? Vilaine créature, je répéterai à papa ce que vous m'avez dit. Eh bien, voyons. Ayrton ne parut pas effrayé de cette menace. Elle se mit à pleurer d'indignation. « Amenez le poney, commanda-t-elle en se tournant vers la femme, et lâchez mon chien à l'instant. »« Doucement, miss, répondit la servante, vous ne perdrez rien à être polie. Quoique monsieur Ayrton, que voici, ne soit pas le fils du maître, il est votre cousin et je ne suis pas payée pour vous servir. »« Lui, mon cousin ?» s'écria Cathy avec un rire méprisant. « Oui, certainement, répliqua celle qui lui faisait la leçon. « Oh, Hélène, ne leur laissez pas dire de pareilles choses, poursuivait-elle très troublée. Papa est allé chercher mon cousin à Londres. Mon cousin est fils d'un gentleman. Ça, mon... » Elle s'arrêta et se mit à pleurer à chaudes larmes, bouleversée à la simple idée d'avoir une parenté avec un tel rustre. « Chut, chut, murmurai-je. On peut avoir beaucoup de cousins et de toutes sortes, Miss Cathy, et ne pas s'en porter plus mal. Seulement on n'a pas besoin de les fréquenter s'ils sont désagréables et mal élevés. Ce n'est pas mon cousin, Hélène, continua-t-elle avec un chagrin accru par la réflexion et en se jetant dans mes bras pour y chercher refuge contre cette idée. J'étais furieuse contre elle et contre la servante à cause de leur mutuelle révélation. Je ne doutais pas que la nouvelle de l'arrivée prochaine de Linton, annoncée par Cathy, ne fût communiquée à Heathcliff, et j'étais sûre également que la première pensée de la jeune fille, dès le retour de son père, serait de chercher à se faire expliquer l'assertion de la servante au sujet de son grossier parent. Ayrton, remis de l'indignation qu'il avait ressentie à être pris pour un domestique, parut ému de son désespoir. Il alla chercher le poney, l'amena près de la porte, puis, pour amadouer Cathy, prit dans le chenil un joli petit terrier à jambes torses et, le lui mettant dans les mains, lui dit de ne plus pleurer car il n'avait pas voulu lui faire de peine. Elle s'arrêta dans ses lamentations, examina le jeune homme d'un regard de crainte et d'horreur, puis recommença de plus belle. J'eus peine à m'empêcher de sourire à la vue de cette antipathie pour le pauvre garçon qui était bien et solidement bâti, de très agréable, vigoureux et plein de santé, mais affublé de vêtements appropriés à ses occupations journalières, et celle-ci consistait à travailler à la ferme et à flâner dans la lande à la recherche de lapins et de gibier de toutes sortes. Pourtant, il me semblait que sa physionomie reflétait un esprit doué de qualités meilleures que n'en avait jamais possédé son père. De bonnes graines, dont la croissance négligée était étouffée, certes, par une abondance de mauvaises herbes bien plus vigoureuses, néanmoins, il y avait évidemment là un sol riche, capable de produire de luxuriantes moissons dans des circonstances différentes et favorables. Je crois que M. Heathcliff ne lui avait pas infligé de souffrances physiques, car à son intrépidité naturelle qui n'offrait guère de prise à ce genre d'oppression, il n'avait rien de cette susceptibilité timide qui, au jugement de Heathcliff, aurait donné du charme au mauvais traitement. Celui-ci semblait avoir exercé sa malveillance en faisant de lui une brute. Jamais on ne lui avait appris à lire ni à écrire,
Jamais on ne l'avait réprimandé pour une mauvaise habitude, pourvu que son gardien n'en fût pas gêné. Jamais on ne l'avait fait avancer d'un pas vers la vertu, ni défendu du vice par un seul précepte. D'après ce que j'ai entendu dire, Joseph avait beaucoup contribué à le gâter par une indulgence mal comprise qui l'incitait à flatter et à cajoler ce garçon, parce qu'il était le chef de la vieille famille. De même qu'il accusait Catherine Earnshaw et Heathcliff dans leur enfance de mettre à bout la patience de son maître et de le pousser, par ce qu'il appelait leurs offreuses manières, à chercher une consolation dans la boisson, de même à présent il rejetait tout le poids des fautes de Hareton sur les épaules de celui qui avait usurpé son bien. Hareton pouvait jurer avoir la conduite la plus répréhensible, Joseph se gardait de le réprimander. Il semblait qu'il eût plaisir à le voir s'enfoncer dans le mal. Il reconnaissait que Hareton était irrémédiablement corrompu, que son âme était vouée à la perdition, mais il se disait qu'après tout c'était Heathcliff qui en était responsable. C'est à lui que serait demandé compte de la ruine de cette âme, et il y avait une immense consolation dans cette pensée. Joseph avait infusé à Hareton l'orgueil de son nom et de ses ancêtres. Il aurait, s'il eût osé, soufflé la haine entre lui et le possesseur actuel des Hauts, mais la crainte qu'il avait de ce dernier allait jusqu'à la superstition, et il ne manifestait ses sentiments envers lui qu'en marmottant des insinuations et en le dénonçant en son fort intérieur à la vengeance divine. Je ne prétends pas être parfaitement au courant de la manière dont on vivait à cette époque-là à Hurlevent, je n'en parle que par ouï-dire, car je n'ai vu grand-chose. Les villageois affirmaient que M. Heathcliff était serré et se montrait dur et cruel envers ses fermiers. Mais la maison, à l'intérieur, avait repris sous une direction féminine l'aspect confortable qu'elle avait autrefois, et les scènes de désordre du temps de Hindley ne s'y reproduisaient plus. Le maître était d'humeur trop sombre pour chercher des relations, quelles qu'elles fussent, bonnes ou mauvaises, et il n'a pas changé. Mais tout cela ne fait pas avancer mon histoire. Miss Cathy repoussa l'offre de paix du terrier et réclama ses chiens à elle, Charlie et Phoenix. Ils arrivèrent en boitant, la tête basse, et nous nous mîmes en route pour la maison, de fort méchante humeur l'une et l'autre. Je n'arrivais pas à faire dire à ma jeune maîtresse comment elle avait passé sa journée. Je sus seulement que le but de son pèlerinage avait été, comme je le supposais, les rochers de Penistone. Elle était parvenue sans aventure à la barrière de la ferme, quand Hareton vint à sortir avec quelques compagnons de la race canine qui attaquèrent la suite de Cathy. Il y eut entre les uns et les autres une chaude bataille avant que leurs maîtres pussent les séparer. Cela servit de présentation. Catherine dit à Hareton qui elle était et où elle allait. Elle le pria de lui indiquer son chemin. Finalement, elle l'ensorcela si bien qu'il l'accompagna. Il lui révéla les mystères de la grotte des fées et de 20 autres endroits curieux. Mais comme j'étais en disgrâce, je ne fus pas favorisé d'une description de toutes les choses qu'elle avait vues. Je pus deviner, cependant, qu'elle avait regardé son guide d'un œil favorable jusqu'au moment où il avait blessé ses sentiments en s'adressant à lui comme à un domestique, et où la femme de charge avait blessé les siens en appelant Hareton son cousin. Le langage qu'il avait alors tenu lui était resté sur le cœur. Elle qui était toujours mon amour, ma chérie, ma petite reine, mon ange pour tout le monde à la grange, se voir si outragement insultée par un étranger. Elle n'y comprenait rien, et j'eus beaucoup de mal à obtenir d'elle la promesse qu'elle n'exposerait pas ses griefs à son père. Je lui expliquai qu'il était très prévenu contre tous les habitants des Hauts et qu'il serait extrêmement peiné d'apprendre qu'elle était allée là. Mais j'insistai surtout sur ce fait que, si elle révélait mon infraction aux ordres que j'avais reçus, il serait peut-être si irrité qu'il faudrait que je m'en allasse. C'était une perspective insupportable pour Cathy. Elle me donna sa parole et la tint par égard pour moi. Après tout, c'était une bonne petite fille. Chapitre 19. Une lettre bordée de noir annonça le retour de mon maître. Isabelle était morte. Il m'écrivait pour me dire de me procurer des effets de deuil pour sa fille et de préparer une chambre ainsi que tout ce qui serait nécessaire pour son jeune neveu. Catherine sauta de joie à l'idée de revoir son père et s'abandonna aux plus confiantes prévisions sur les innombrables qualités de son vrai cousin.
Le soir de leur arrivée tant attendue vint enfin. Dès la première heure, elle s'était occupée de mettre en ordre ses petites affaires. Maintenant, vêtue de sa nouvelle robe noire, pauvre enfant, la mort de sa tante ne lui causait pas de chagrin bien précis. Elle avait fini, à force d'insistance, par m'obliger d'aller avec elle à leur rencontre à l'entrée de la propriété. « Linton a juste 6 mois de moins que moi, bavardait-elle, tandis que nous traversions lentement les ondulations de terrain couvertes de mousse à l'ombre des arbres. Comme je serais contente de l'avoir pour compagnon de jeu. Tante Isabelle avait envoyé à papa une belle boucle de ses cheveux. Ils étaient plus clairs que les miens, plus blonds, et tout aussi fins. Je l'ai soigneusement gardé dans une petite boîte de verre, et j'ai souvent pensé au plaisir que j'aurais à voir celui sur la tête de qui elle avait été prise. Oh, je suis si heureuse! Et papa, mon cher papa! Allons, Hélène, courons! Allons, courons! Elle courut, revint, courut encore plusieurs fois avant que mes pas plus mesurés eussent atteint la porte du parc. Puis elle s'assit sur le talus gazonné au bord du chemin et essaya d'attendre patiemment. Mais c'était impossible, elle ne pouvait pas rester une minute en repos. « Comme il tarde !» s'écria-t-elle. « Ah, je vois de la poussière sur la route. Ils arrivent !»« Non. Quand seront-ils ici ? Ne pourrions-nous aller un peu sur la route pendant une demi-mille, Hélène, juste pendant un demi-mille seulement. Dites oui, je vous en prie, jusqu'à ce bouquet de bouleaux au tournant. » Je refusai formellement. Enfin son attente cessa. La voiture des voyageurs apparut. Miss Cathy poussa un cri et tendit les bras dès qu'elle aperçut la figure de son père penchée à la portière. Il descendit, presque aussi impatiemment qu'elle, et un intervalle de temps considérable s'écoula avant qu'il pût s'accorder une pensée à quelqu'un d'autre qu'eux-mêmes. Pendant qu'ils échangeaient leurs caresses, je jetai un regard dans la voiture pour voir Linton. Il dormait dans un coin, enveloppé dans un chaud manteau de fourrure, comme si l'on eût été en hiver. C'était un garçon pâle, délicat, efféminé, qu'on aurait pu prendre pour le jeune frère de mon maître, tant était forte la ressemblance. Mais s'il y avait dans son aspect une irritabilité maladive qu'Edgar Linton n'avait jamais eue. Ce dernier s'aperçut de ma curiosité. Après m'avoir serré la main, il me dit de refermer la portière et de ne pas déranger l'enfant, car le voyage l'avait fatigué. Cathy aurait volontiers jeté un coup d'œil sur lui, mais son père lui dit de venir et ils remontèrent le parc à pied ensemble, tandis que j'allais en avant avertir les domestiques. « Maintenant, ma chérie, dit M. Linton en s'adressant à sa fille quand ils s'arrêtèrent au bas des marches du perron, n'oublie pas que ton cousin n'est ni aussi fort ni aussi joyeux que toi, et qu'il vient de perdre sa mère tout récemment. Ne t'attends donc pas à le voir jouer et courir avec toi dès aujourd'hui. Ne le fatigue pas en parlant trop. Laisse-le tranquille ce soir au moins, veux-tu ? » « Oui, oui, papa, répondit Catherine. Mais je voudrais bien le voir. Il n'a pas mis une seule fois la tête à la portière. La voiture s'arrêta. Le dormeur fut réveillé et déposé à terre par son oncle. « Voici ta cousine Cathy, Linton, » dit Edgar en mettant leurs petites mains l'une dans l'autre. « Elle t'aime déjà beaucoup. Aie soin de ne pas la chagriner ce soir en pleurant. Tâche d'être gai à présent. Le voyage est terminé, et tu n'as plus qu'à te reposer et à t'amuser comme tu l'entendras. »« Laissez-moi aller me coucher alors, » répondit le jeune garçon en se dérobant aux embrassades de Catherine, et il porta la main à ses yeux pour essuyer les larmes qui s'y formaient. « Voyons, voyons, il faut être bien sage, » lui dis-je tout bas en l'introduisant dans la maison. « Vous allez la faire pleurer aussi. Voyez comme elle compatit à votre peine. » Je ne sais si c'était par compassion pour lui, mais le fait est que sa cousine faisait une aussi triste figure que lui-même. Elle retourna près de son père. Tous trois entrèrent et montèrent dans la bibliothèque où le thé était préparé. Je débarrassai Linton de sa casquette, de son manteau et l'installai sur une chaise près de la table. Mais il ne fut pas plus tôt assis qu'il recommença de pleurer. Mon maître lui demanda ce qu'il avait. « Je ne peux pas rester assis sur une chaise, » dit Linton en sanglotant. « Va sur le sofa alors, et Hélène t'apportera du thé, » répondit patiemment son oncle. Celui-ci avait certainement dû être mis à rude épreuve pendant le voyage par cet enfant irritable et souffreteux.
Linton se traîna lentement vers le sofa et s'y étendit. Cathy apporta un tabouret et sa tasse à côté de lui. Elle resta d'abord assise en silence. Mais ce calme ne pouvait durer. Elle avait décidé d'apprivoiser son petit cousin, et il fallait qu'elle parvînt à ses fins. Elle se mit à caresser ses boucles, à le baiser sur la joue, à lui offrir du thé dans sa soucoupe comme à un bébé, ce qui lui plut car il n'était guère que cela. Il sécha ses yeux, et son visage s'éclaira d'un faible sourire. « Oh, cela ira très bien, me dit le maître après les avoir observés une minute. Très bien, si nous pouvons le garder, Hélène. La société d'un enfant de son âge lui infusera bientôt un esprit nouveau, et à force de souhaiter d'être vigoureux, il finira par le devenir. Oui, si nous pouvons le garder, pensai-je en moi-même. Je fus assailli par le triste pressentiment que c'était là un bien faible espoir. Et alors, me disais-je, comment cet être faible pourra-t-il vivre à Hurlevent? Entre son père et Ayrton, quelle compagnie et quels exemples pour lui! Nos doutes furent vite résolus, plutôt même que je ne m'y attendais. Je venais de faire monter les enfants, le thé fini, et voyant Linton endormi. Il ne m'avait pas laissé partir avant. J'étais redescendu et je me trouvais dans le vestibule près de la table en train d'allumer une bougie pour M. Edgar quand une servante sortit de la cuisine et m'informa que Joseph, le domestique de M. Heathcliff, était à la porte et désirait parler au maître. « Il faut que je lui demande d'abord ce qu'il veut, dis-je très agité. C'est une heure bien peu convenable pour déranger les gens, et au moment qu'il rentre d'un long voyage. Je ne pense pas que le maître puisse le recevoir. » Comme je prononçais ces paroles, Joseph, ayant traversé la cuisine, se présentait dans le vestibule. Il avait revêtu ses habits du dimanche, sa figure la plus confite en dévotion et la plus revêche, et, tenant d'une main son chapeau et de l'autre sa canne, il se mit en devoir d'essuyer ses pieds sur le paillasson. « Bonsoir, Joseph, » dis-je d'un ton glacial. « Quelle affaire vous amène ce soir ?»« C'est à M. Linton que j'en ai parlé, » répondit-il en m'écartant d'un geste dédaigneux. « M. Linton est en train de se coucher. À moins que vous n'ayez quelque chose de particulièrement important à lui communiquer, je suis sûr qu'il ne vous recevra pas maintenant. Vous feriez mieux de vous asseoir là et de me confier votre message. »« Où qu'est sa chambre ?» poursuivit le drôle, examinant la rangée des portes fermées. Je vis qu'il était décidé à refuser ma médiation. Je montai donc à contre-cœur dans la bibliothèque et annonçai le visiteur importun en conciliant de la journée au lendemain. M. Linton n'eut pas le temps de m'y autoriser, car Joseph était monté sur mes talons, et, faisant irruption dans la pièce, il se planta à l'extrémité de la table, les deux poings serrés sur la tête de sa canne. Il commença sur un ton élevé, comme s'il prévoyait de l'opposition. « Heathcliff m'a envoyé quérir son gars, et j'en ordre de ne point revenir sans lui. » Edgar Linton resta silencieux pendant une minute. Une expression de chagrin intense se peignait sur ses traits. La situation de l'enfant lui inspirait de la pitié par elle-même. Mais quand il se rappelait de plus les espoirs et les craintes d'Isabelle, ses vœux inquiets pour son fils et la façon dont elle l'avait recommandé à ses soins, il était douloureusement affecté à la pensée de l'abandonner, et il cherchait dans son cœur comment il pourrait échapper à cette nécessité. Aucun moyen ne se présentait à lui. La simple manifestation du désir de le garder aurait rendu la réclamation de Heathcliff plus péremptoire. Il n'y avait rien d'autre à faire que de le laisser partir. Pourtant, il ne voulait pas le tirer de son sommeil. « Dites à M. Heathcliff, » répondit-il avec calme, « que son fils ira à Hurlevent demain. Il est au lit, trop fatigué pour faire le trajet maintenant. Vous pouvez aussi lui dire que la mère de Linton désira qu'il restât sous ma garde et que, pour le moment, sa santé est très précaire. »« Non, » dit Joseph en tapant sur le plancher avec son bâton et prenant un air d'autorité. « Non, ça ne veut rien dire. Heathcliff ne se soucie point de la mère ni de vous. Il veut avoir son gars, et je devions l'emmener. Ainsi vous v'là fixé. »« Vous ne l'emmènerez pas ce soir, » répondit Linton d'un ton résolu. « Descendez sur le champ et allez répéter à votre maître ce que je vous ai dit. Hélène, conduisez-le. Allez !» Puis, poussant du bras le vieillard indigné, il se débarrassa de lui et ferma la porte. « Très bien !» cria Joseph en se retirant lentement. « Demain, il s'amènera lui-même,
et vous le mettrez dehors, lui, si vous osez.